of money by order of the Peaky Blinders. Bienvenue à Birmingham, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, André Loise au micro pour parler aujourd'hui de la série Peaky Blinders. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. et nous retrouver sur paroledhistoire.fr ainsi que sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter pour ces émissions consacrées aux films et aux séries historiques durant le confinement. Très bonne écoute et à bientôt. Je suis avec Victor Fénard, bonjour. Bonjour André. Vous êtes doctorant en histoire et notamment spécialiste des séries télévisées. On s'est déjà vu pour parler de la série Rome ensemble avec Clément Salviani, Vivien Barrière il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre série très emblématique et très regardée en ce moment, qui est Peaky Blinders, une série qui fait partie des séries historiques les plus vues, les plus commentées aussi sans doute. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut présenter, si vous les connaissez un petit peu, les origines de cette série, qui sont les créateurs et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en représentant l'Angleterre de l'après-Première Guerre mondiale dans Peaky Blinders, diffusé donc sur Netflix. Déjà, tout d'abord, je remercie pour l'invitation. Et donc pour Peaky Blinders, donc en effet, c'est une série assez emblématique de la télévision britannique, diffusée depuis 2013 sur la BBC Two. Et donc elle est l'origine de pratiquement un seul homme, donc Stephen Knight, qui est lui-même un Brumie, donc un habitant de Birmingham. Et la série donc s'attarde à représenter Birmingham. Et il explique régulièrement en interview que ce qu'il souhaitait faire, c'était de représenter une sorte de mythologie des quartiers populaires qui était jusque-là uniquement cantonnée aux livres d'histoire et que justement, il voulait essayer de montrer d'autres choses à la télévision britannique, notamment ces quartiers populaires, en fait, de s'éloigner de cette grande maison, de cette grande aristocratie britannique qui occupe principalement les films et les séries depuis de nombreuses années. C'est un peu l'anti-Downton Abbey de ce point de vue-là. Ça a été présenté régulièrement sur cette comparaison, donc en tant que anti-Downton Abbey. Par certains aspects, on peut tout à fait rejoindre cette analyse parce que les deux séries se répondent à travers différentes thématiques, à travers le contexte politique et ce genre de choses. Mais elles se retrouvent également dans une certaine considération des historiens, on va dire, et certaines considérations des critiques qui sont faites aux séries, et en fait sont plus proches qu'on peut le penser de prime abord. Des personnages dans Downton Abbey de domestiques dont la vie n'est pas forcément plus facile que celle des couches populaires de Birmingham qu'on voit dans Peaky Blinders également. C'est ça. Plusieurs reproches ont été faits à Stephen Knight, notamment sur cette sorte d'idéalisation malgré tout des quartiers populaires ou cette légende qu'il a voulu reprendre. Et il devient en fait de plus en plus véhément, on va dire, envers les historiens. Et récemment, donc un livre est sorti sur les making-of de la série pour expliquer avec des interviews des auteurs, des réalisateurs et des acteurs. Et il s'est chargé de l'introduction et il expliquait que les historiens sur ces questions de classe populaire n'avait pas les connaissances suffisantes pour critiquer la série parce que lui, ce qu'on lui racontait de son histoire familiale, c'était ça et que donc les critiques des historiens ne tenaient pas face à l'histoire orale, on va dire. Ah, ça c'est très intéressant parce que c'est un contre-discours effectivement sur la série comme manière de montrer une histoire qui n'est pas montrée. De manière peut-être plus générale, on pourrait dire que Peaky Blinders, je ne sais pas s'il faut le résumer parce que beaucoup de gens connaissent, mais en tout cas c'est autour d'un gang de criminels de Birmingham dans les Midlands, une ville industrielle. On pourrait dire peut-être que cette série, c'est comme une contre-histoire aussi de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'elle s'attache à révéler des aspects cachés, des aspects tus, des aspects sordides, au-delà du récit peut-être plus conventionnel de la Grande-Bretagne au XXe siècle. Oui, donc tout à fait, c'est une sorte de contre-image de la Grande-Bretagne. Donc pour le rappeler, la série commence en 1919, elle est en cours actuellement, donc avec la 5e saison. Avec le confinement qu'on connaît tous, la 6e saison qui était en tournage a été reportée. Et actuellement, elle arrive dans le début des années 30 avec la montée du fascisme en Grande-Bretagne. Et on peut dire qu'environ chaque saison est espacée de 2 ans avec la précédente. C'est plus ou moins la chronologie que suit la série. Et donc elle s'attarde sur la famille Shelby, donc qui sont notamment composés de plusieurs vétérans de la Première Guerre mondiale, qui lors de leur retour à la vie civile à Birmingham retrouvent et fondent un gang, donc le clan des Peaky Blinders, avec des paris illégaux, une sorte de guerre de gang pour les contrôles de territoire, des quartiers, des villes, les échanges et les différentes machinations entre ces différents gangs. Et donc c'est vraiment une sorte de contrepoint de vue.
Mais en fait, ces quartiers populaires et ces gangs sont infiltrés et en fait rejoignent la grande histoire britannique, avec notamment le personnage de Churchill qui a une grande importance sur les directives des gangs. Et donc il y a une sorte de des secrets d'histoire, si on pourrait dire, où le réalisateur essaie de s'attarder aux machinations politiques de l'ombre, alors qu'à l'origine on pourrait se dire que ça se concentre uniquement sur le gang en lui-même. Alors, attention avec l'expression secret d'histoire quand même, parce que elle est très sensible dans ce podcast, évidemment. Alors plus sérieusement, ce gang lui-même, peut-être qu'il faut expliquer l'origine du terme, Peaky Blinders, et puis aussi se demander dans quelle mesure ça s'inspire de faits réels qui ont lieu à Birmingham dans les années 1920. Alors justement, là c'est le gros point de discorde entre donc Steven Knight, le showrunner, et les historiens. Steven Knight donc présente la série et donc ce terme de Peaky Blinders comme ce qui est présenté dans la série, c'est-à-dire les petites lames de rasoir dissimulées dans la visière des casquettes que les membres du gang portaient. Et donc ces casquettes ils utilisaient pour aveugler leurs ennemis et leur lacérer le visage, comme vraiment une arme. Alors, parce que un pic, c'est le bec, la visière de la casquette, et to blind, c'est aveugler. Donc, Peaky Blinders, c'est ceux qui aveugleraient avec les lames de rasoir dans les visières. Alors, quelle est la réalité suivant les historiens? Et donc, selon les historiens, notamment selon Carl Sheen, donc qui est un historien spécialiste de Birmingham, des questions de criminalité et des quartiers populaires. Et donc, lui, il a fait une généalogie, en fait, du terme qui retrouve dans les articles de presse, etc. Et d'où vient l'origine de ces lames de rasoir. Selon lui, donc en fait ces casquettes et ce terme, en fait, ça viendrait simplement d'une dérive stylistique où les membres des gangs en fait portaient la casquette un peu de travers et la visière cacherait un de leur œil. Ce mythe des lames de rasoir apparaît en fait à partir des années 60 et commence vraiment à se renforcer dans les couches populaires. Et en 77, il y a une nouvelle en fait de John Douglas qui explique précisément ce mythe des lames de rasoir dissimulées dans la casquette. Steven Knight raconte régulièrement que lui, ce qu'on lui racontait directement, ce sont ses parents qui lui disaient oui, les Peaky Blinders avaient des lames de rasoir cachées dans leur casquette. Et il est né dans les années 60, au moment où ce mythe a commencé à se propager en fait. Alors là, c'est effectivement passionnant de voir de quelle manière l'histoire familiale et la mémoire se superposent à l'histoire réelle pour produire une fiction qui elle-même produit des effets d'histoire, puisque probablement, évidemment, beaucoup de gens ensuite penseront que dans les années 20, il y avait effectivement ces lames de rasoir dans les casquettes, ce qui semble probablement pas le cas. Donc, au-delà des simples généalogies du terme, on peut tout à fait utiliser deux arguments, c'est-à-dire en termes économiques, des lames de rasoir détachables qu'on glisserait dans les casquettes, etc. C'est excessivement cher pour des gangs qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc ça, c'est pour la généalogie du terme. Et pour les personnages inspirés, le contexte, en fait, le terme de Peaky Blinders, c'est un terme générique pour désigner tous les gangs, mais précédant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un terme qui arrive dans les années 1890 et 1900 et qu'on ne voit plus à partir des années 1920 dans la presse. Et ça désigne tous les gangs, tous les malfrats de n'importe quel gang, notamment et principalement les Brummagem Boys, qui ont largement inspiré les personnages de la série. Si on peut ajouter à ça, il y a plusieurs personnages qui sont présentés dans la série, qui sont tout à fait historiques. On peut penser à Darby Sabini, on peut penser à Billy Kimber ou à Alfie Salomon, qui sont en fait tous les trois des personnages réels, attestés, dont on connaît énormément de choses de leur histoire personnelle. Donc il y a cette sorte de mix entre un terme générique et une légende des quartiers de Birmingham de la fin du 19e et des personnages attestés du lendemain de la Première Guerre mondiale. À noter également que le terme de Peaky Blinders, ce genre de mythe, ça désignait vraiment tous les gangs et c'était une sorte de boogeyman, donc le croque-mitaine, et on faisait peur aux enfants en disant si vous êtes pas sages, les Peaky Blinders vont venir. Donc il y a vraiment tout un mythe et toute une légende de ces quartiers. Alors, ce qui veut dire en fait qu'il y a un contexte avec effectivement une criminalité des quartiers populaires, pas seulement de Birmingham d'ailleurs, mais de Londres, puisqu'il en est question avec Alfie Solomon, etc. Et puis, la famille Shelby, elle, c'est une famille imaginaire, mais qui renvoie en fait à une mythologie que crée l'auteur un petit peu. C'est un petit peu comme si les Shelby étaient les Corleone, pour prendre l'équivalent du parrain, les Corleone de l'Angleterre des années 20.
C'est ça. Et en plus, on peut même s'amuser également à retrouver l'origine du terme. Donc, un des grands-oncles maternels de Steven Knight aurait été lui-même un membre des Brummagem Boys, et son nom de famille était Sheldon. Et donc, on pense que justement, il a récupéré ce terme pour faire devenir les Shelby. Et donc, on voit vraiment, et là aussi, ça rejoint énormément Downton Abbey, cette sorte de généalogie familiale qui a un très fort impact sur la production sérielle et le scénario. Alors, c'est une série qui se déroule principalement à Birmingham, donc dans les Midlands, dans une ville industrielle, reconstituée de manière partielle. Je ne sais pas où c'est tourné d'ailleurs, si c'est en studio, s'il y a des décors extérieurs. En tout cas, il y a une reconstitution visuellement qui est très forte, qui a un style visuel très singulier. C'est aussi un des aspects que la série met en avant, qui est relativement nouveau. On avait peu l'habitude de voir cet univers d'une ville industrielle, des hauts fourneaux, de la fumée dans les rues, etc., sur le petit écran. Tout à fait. Et c'est un des critères qu'il a mis le plus en avant pour vendre son projet et en interview, c'est de représenter Birmingham, qui est en fait assez étrangement absente de la majorité des productions audiovisuelles britanniques, alors que c'est la deuxième ville du royaume en termes d'habitants, en termes de population. Donc ça pose question. Et donc pour ce qui est des décors, c'est tout est en studio. La ville a été vraiment très très abîmée par la Seconde Guerre mondiale, et donc tout est, et les reconstructions et la désindustrialisation, etc. Et donc tout est reconstruit en studio. On peut faire une petite généalogie. Il y a des choses qui sont tournées dans des musées pas loin de Birmingham, notamment ces plans très iconiques des docks de Birmingham qui sont tournés dans une petite ville à une trentaine de kilomètres dans un musée. Il voulait avoir un impact visuel très fort, et ce qu'il revendique comme inspiration, c'est en fait tous les westerns américains, avec cette idéalisation de l'Ouest et cette iconisation. Et en fait, il voulait faire la même chose avec Birmingham, réiconiser la ville et la rendre, la magnifier en fait. Alors c'est vrai qu'il y a d'ailleurs pas mal de parallèles, puisque vous le dites, entre les pubs des Shelby et les saloons des westerns, entre la rue principale où beaucoup de protagonistes marchent, et puis de temps en temps la Main Street d'une petite ville de l'Ouest où se déroulent des duels au pistolet. Il y a d'ailleurs, si je me souviens bien, à la fin de la première saison, une sorte de duel qui s'annonce entre des personnages. Alors d'ailleurs, on va peut-être mentionner qu'on va éviter de trop révéler des éléments d'intrigue, si les gens qui nous écoutent n'ont pas vu la série. Moi-même, je l'ai pas vu en entier, mais j'ai vu les 2 premières saisons. Mais effectivement, il y a cette utilisation de la rue principale comme lieu de mise en scène, de théâtralisation d'événements de la série. C'est ça. Et toutes les revendications. Donc, il s'est beaucoup inspiré, notamment Il était une fois en Amérique. Et de pas mal de westerns de Clint Eastwood, où justement il revendique ses reconstructions sur le saloon, enfin sur le pub. Ils se sont inspirés énormément des saloons. Ils ont beaucoup travaillé avec les questions de lumière, les questions de couleur. Il y a énormément de symbolique dans toute la série. Par exemple, ils expliquent que les murs du salon sont rouges pour représenter le passé trouble, le sang, de la guerre, etc. Et donc, il y a vraiment, tout est réfléchi au niveau des décors et inspiré d'énormément de choses, avec un vrai projet, je sais pas si on pourrait dire politique, mais un véritable projet audiovisuel de représenter ces quartiers, de les iconiser à travers toute la grammaire cinématographique qui existait déjà. Alors, vous venez de parler de politique. C'est une série qui s'inscrit dans un paysage politique avec à la fois dans la ville elle-même, que c'est une ville ouvrière, des communistes, et notamment un militant communiste proche de certains membres de la famille Shelby, mais également plus loin et au sommet de l'État, bien des ministres, et notamment Churchill, dont il est très souvent question dans la série. Donc, quel est un petit peu le paysage politique des Peaky Blinders ? On évolue vraiment dans les milieux politiques, dans le milieu ouvrier qui est très opposé, ou en tout cas très déçu par les politiques. Et donc notamment Thomas Shelby, qui est multidécoré de la Première Guerre mondiale, explique très rapidement qu'il a jeté ses médailles parce qu'il n'en voulait pas. Et il utilise énormément cet argument d'être un ancien vétéran très décoré, comme une critique envers comme une légitimité critique envers les politiques, en disant regardez, moi j'ai fait la guerre, et regardez où je vis maintenant, j'ai fait la guerre, je n'ai rien reçu. Et Freddie Thorne utilise énormément cet argument également quand il essaye d'organiser des grèves. Donc le communisme dans la série est très largement
fusionné avec le syndicalisme. Il y a assez peu de nuances entre les deux choses. De toute façon, la branche communiste disparaît assez rapidement de la série pour se concentrer vraiment sur le syndicalisme. Alors, en sachant que cette branche communiste et les syndicalistes eux-mêmes sont visés par une répression policière d'une grande brutalité. C'est aussi une des choses que montre la série ou qu'elle cherche à mettre en avant. C'est finalement une forme de lutte des classes transposée dans l'Angleterre des années 1920 avec des ouvriers qui soient versant communiste ou versant plus criminel comme les Shelby face à la police, face à la répression étatique. Et du coup, on retrouve Churchill un petit peu au sommet de cette chaîne de commandement répressive. C'est exactement ça. Puis Steven Knight explique et essaie de synthétiser sa série comme une représentation de la lutte des classes et des parcours politiques où on essaie de transgresser les classes et de s'élever, notamment par la violence. Donc c'est vraiment ce point de vue qu'il voulait montrer. Et ce qui unit justement tous ces personnages des quartiers, c'est la répression policière qui leur tombe dessus. Freddie Thorne, donc le personnage communiste, lors d'une scène un petit peu marquante, et justement s'échappe sur les toits lors d'un raid policier qui rentre dans toutes les maisons pour essayer de le débusquer et de l'emprisonner. Ce qui arrivera également plusieurs fois, à plusieurs autres moments ensuite pour les Peaky Blinders eux-mêmes. Et donc il y a cette lutte contre l'État incarnée par la répression policière qui occupe les premières saisons et cette sorte de criminalité qui rejoint tous les bords politiques ou même les bords non politiques, parce que Thomas Shelby explique régulièrement que il trouve que tous les partis politiques sont les mêmes et ne méritent pas d'intérêt. Alors, lutte des classes et en même temps, vous l'avez suggéré, volonté d'ascension sociale, puisque le rêve des Shelby, c'est la respectabilité, c'est de finir par acquérir de belles maisons ou de belles demeures pour certains membres de la famille, c'est d'accéder finalement à des univers sociaux dont ils seraient exclus précédemment en raison de leurs origines. Et la série joue beaucoup d'ailleurs sur les distinctions, les lieux qui sont permis, pas permis, où est-ce qu'on a le droit d'aller, où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Elle est à la fois attentive aux distances de classe, et puis elle met en scène quand même une volonté d'ascension sociale et de respectabilité. Exactement. On pourrait dire que la violence vécue lors de la Première Guerre mondiale et les choses que Thomas Shelby a vécues lui donnent prétexte à vouloir le maximum. Il a une sorte de vengeance qui est le cas de plusieurs personnages où ils veulent tous être récompensés pour leurs sacrifices lors de la guerre, notamment par une distinction sociale et une reconnaissance de l'État. Il joue un petit peu avec ces questions-là en expliquant par exemple lorsqu'ils brûlent, ils organisent un grand bûcher avec tous les portraits du roi en disant qu'ils veulent pas que le roi les voie dans les situations dans lesquelles ils sont. Et donc il y a vraiment cette revendication permanente d'une reconnaissance du pouvoir politique de leurs sacrifices lors de la guerre. Et ces questions de lieu, qui sont un thème très présent dans la culture britannique et les représentations audiovisuelles, avec cette question du upstairs, downstairs, donc normalement dans une maison entre les domestiques et les familles nobles. Mais là, c'est à l'échelle de villes entières où certains quartiers leur sont pas autorisés parce qu'ils ne sont pas assez respectables. La première maison qu'ils achètent, il y a justement cette question de où vivent les domestiques et où eux vivent. Et ils ont l'habitude en fait de continuer à aller dans les espaces réservés aux domestiques parce que c'est leur origine familiale, c'est là où ils ont commencé à vivre, donc dans ces zones, ces interstices non respectables. Et donc il y a vraiment encore cette question, même lorsqu'ils atteignent la respectabilité, de l'origine familiale qui continue à aller travailler. Et donc, on peut penser à plusieurs scènes qui se passent dans les cuisines de la grande maison que Thomas Shelby achète, une fois qu'il a atteint plus ou moins le sommet de la hiérarchie sociale, où il continue, en fait, les rencontres de la fratrie continuent de se passer dans ces lieux moins reconnus socialement. Voilà, comme s'il fallait rester fidèle à ses origines tout en ayant obtenu cette revanche sociale. Il y a deux autres éléments qui viennent colorer la série et lui donner une dimension politique et sociologique intéressante. C'est la question irlandaise, on va en reparler, et aussi, du point de vue des origines, les différentes appartenances des personnages. Parce que on est dans les Midlands, on se confronte parfois aux Londoniens, mais aussi à Londres, à des Italiens d'origine, à des gangsters juifs, et puis parmi ces criminels de Birmingham, dans ce gang des Shelby et dans les gens qui gravitent autour d'eux, il y a aussi toute une communauté de gitans. Donc ça fait un paysage d'origine extrêmement mélangé. C'est aussi une intention du créateur de la série.
Oui, tout à fait. Donc pour les gangs italiens, ils sont incarnés principalement par la famille Sabini, donc historiquement une famille très importante des quartiers de Londres, notamment lors de ce qu'on appelle la guerre des champs de course, donc pour le contrôle des champs de course, notamment du sud de l'Angleterre, entre ces différentes familles. On a le gang dirigé par Alfie Salomon, donc également historique et qui dirigeait avec son frère. Alfie Salomon qui justement incarne a plus ou moins inspiré le personnage de Thomas Shelby, parce que lui-même était multidécoré de la Première Guerre mondiale, avait une grande respectabilité, et c'est lors de son retour et du manque de reconnaissance qu'il a décidé de fonder un gang. Donc il y a ces questions-là. Pour ce qui est des gitans, Steven Knight explique que c'est parce qu'il voulait absolument montrer quelque chose d'ésotérique dans la série, quelque chose de mythique, et c'est une sorte de cliché qu'il avait autour des gitans qui lui permettaient en fait de faire ça. Plutôt qu'une véritable revendication de mixité sociale avec les gitans, c'était plutôt un outil scénaristique. Par contre, ce qui permet de jouer aussi sur les chevaux, sur des sortes de savoirs semi-magiques, de comment s'occuper des chevaux, etc., qu'a Tommy Shelby, qui lui donne une aura ou une stature à part des personnages ordinaires. C'est ça, c'est une sorte de diseuse de bonne aventure qui arrive à parler aux chevaux, sont très présents dans la série, et de ce qu'il explique, c'est plutôt vraiment quelque chose de scénaristique plutôt qu'une véritable revendication. Par contre, il a une autre revendication sur des Noirs britanniques qui sont plus ou moins présents dans la série, notamment le personnage de Jeremiah Jesus, qui est un pasteur qui a fait la Première Guerre mondiale avec les Shelby et qui est présent dans plusieurs épisodes très iconiques de la série, qui est lui-même incarné par un poète issu de Birmingham. Donc il y a aussi également cette revendication de toujours de faire jouer des acteurs originaires de quartiers populaires. Alors ça, c'est le cas pour les seconds rôles, par exemple, parce que les acteurs principaux, on les a déjà vus, Sam Neill, qui joue le Major, on l'a vu évidemment dans Jurassic Park, Octobre Rouge, Cillian Murphy, on l'a vu dans de nombreux films, notamment on l'a vu chez Ken Loach, mais pour les seconds rôles, est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens de Birmingham qui ont été recrutés? Donc en l'occurrence, pour Jeremiah Jesus, oui. Pour les figurants, énormément, ils ont fait énormément appel à des gens originaires de Birmingham. Pour les seconds rôles, un peu différents, ils ont préféré, je pense notamment à Shirley Strong, donc qui est la personne qui dirige les docs pour les Shelby, qui est l'oncle de Thomas. Ils ont voulu faire appel à des gueules, c'est-à-dire à des acteurs habitués à des seconds rôles, avec des visages très marquants, dont on se souvient, et essayer de redonner en fait leur lettre de noblesse aussi, à la manière des westerns, qui utilisaient également ces acteurs avec des gueules pour redonner justement cette sorte d'identité britannique, notamment de Birmingham. Alors il y a aussi parmi les accents qu'on entend, l'accent irlandais qui revient souvent chez plusieurs personnages, et de manière plus générale en arrière-plan la question d'Irlande, puisque les premières saisons de la série se déroulent au moment même de la guerre d'indépendance, guerre civile et guerre d'indépendance irlandaise. Et ça, c'est un arrière-plan également qui est très marquant de la série. C'est là aussi sans doute une intention du showrunner que de mettre en avant ce qui n'est pas toujours au centre des productions britanniques. Ça peut l'être évidemment du côté irlandais, ça n'est pas toujours du côté britannique. Là, c'est un choix également de parler de ces questions irlandaises. Plus ou moins. Ce qu'il explique, c'est que vu que la série commence en 1919, ce qui est le début du conflit vraiment irlandais, il n'avait pas le choix de le mettre en trame de fond. Et l'IRA a cette sorte de figure un peu mythique également des gangs, du trafic d'armes et de la contrebande. Et avec un gang justement qui essaye de monter via le trafic d'armes, via une reconnaissance, intégrer la question irlandaise, ça faisait tout à fait sens. Enfin, c'est des ressorts scénaristiques qu'on voit même dans des séries comme Sons of Anarchy, où on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a la question des Irlandais et de l'IRA qui est tout le temps présente. Et également, ça donne une trame politique avec Churchill qui essaye d'engrainer les Peaky Blinders dans ces conflits avec l'IRA, où notamment ils sont chargés de l'assassinat d'un représentant pour que les traités n'aboutissent pas. Et donc il y a cette sorte toujours d'intégrer les Peaky Blinders dans la grande histoire par les petits interstices où on leur fait jouer des rôles de seconde main pour gérer les tractations qui vont avoir lieu, influencer l'opinion publique. Tout ça sans jamais devoir se faire repérer. Et donc, ça permettait justement cette question irlandaise, au-delà d'essayer de représenter cette fracture quand même au niveau du Royaume-Uni,
d'utiliser un contexte politique très intéressant scénaristiquement. Alors très intéressant, mais si on quitte un petit moment la casquette descriptive, disons, pour évaluer finalement si ça fonctionne, est-ce que cette série, c'est vraiment une série où l'histoire tient un rôle central, ou est-ce que finalement l'histoire reste de l'ordre du décor? Moi, je me suis posé la question en voyant certains épisodes, et puis j'ai entendu parler de certaines intrigues, notamment avec des Russes blancs, je crois, dans une saison ultérieure. Est-ce que ça marche toujours, cette volonté de s'ancrer dans l'histoire et dans la grande histoire, ou est-ce que finalement le traitement de certains épisodes ne reste pas un petit peu superficiel au profit d'une saga familiale et criminelle peut-être plus intemporelle, ou qui n'aurait pas besoin de ce décor? Est-ce que ça marche historiquement, Peaky Blinders? Moi, je pense pas qu'historiquement, au niveau des événements, je trouve pas que ça marche, parce que les événements sont vraiment en trame de fond, ils sont jamais vraiment expliqués. Notamment cette saison 3 avec les Russes, elle est très incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas initié vraiment à ce que représente ce contexte de la Russie. Elle est plus historique et elle fonctionne beaucoup mieux dans ses mobilités sociales, on va dire, dans ses représentations de la vie quotidienne, de la vie des quartiers, de ce que c'est le travail en usine, de ce que c'est la vie des ouvriers, l'importance du peuple, l'importance de la solidarité interfamiliale à l'échelle du quartier. Là, ça fonctionne historiquement, donc c'est question de mobilité, c'est question de flux, mais au niveau des événements, du factuel, ça marche quand même un peu moins. C'est beaucoup plus de l'anecdote pour les initiés qui verraient vraiment des références poussées, notamment au niveau des ministres, au niveau des noms. Par exemple, Churchill, il est présenté comme Home Secretary, alors que ça fait 10 ans qu'il n'est plus du tout à cette fonction-là, et que là, dans la série, il devrait être ministre de la guerre. Donc il y a vraiment ces erreurs, on va dire factuelles, pour essayer de se concentrer vraiment sur la question sociale et ce genre de dynamiques qui là sont beaucoup plus fines historiquement. Alors justement, en parlant de questions sociales, il y a un aspect qui est frappant quand on regarde la série, c'est la place tenue par les femmes, des femmes britanniques dont certaines ont obtenu le droit de vote en 1918, pas toutes, des femmes qui tiennent un rôle important aussi dans les relations familiales, dans ces couches populaires, mais pas seulement, mais peut-être justement parce que ça représente des familles d'origine populaire, elles n'ont pas la place peut-être aussi soumise ou aussi effacée qu'elles peuvent avoir dans le monde aristocratique dépeint par d'autres séries. C'est quelque chose qui a aussi son importance dans Peaky Blinders, je pense notamment au personnage de Polly Shelby, que de mettre en scène des femmes, et des femmes avec un rôle narratif qui n'est pas seulement un second rôle. C'est exactement ça. Il y a plusieurs ouvrages qui se sont concentrés justement sur la question des femmes dans les quartiers pauvres. Et en plus donc de cette spécificité des quartiers pauvres, où les femmes ont de plus en plus d'importance et ont une réelle importance, et ont des figures notamment de matriarches à plusieurs raisons. On les voit également comme facteur de contrôle social, c'est-à-dire que vu que la police intervient très peu dans ces quartiers, ce sont les femmes qui essaient de faire respecter l'ordre pour éviter que ce soit à feu et à sang. Et donc il y a vraiment ces femmes qui ont un rôle très important. On peut les voir également dans le travail ouvrier, où dès les années 1857, on commence à avoir des réflexions sur est-ce qu'il faut faire des lois contre le travail des femmes, et on explique notamment qu'à Birmingham, si on fait ça, la ville va complètement s'effondrer. Et si on voit 60 ans après ce que ça donne, Birmingham reste une sorte d'anomalie au niveau du travail féminin, avec une proportion bien plus importante que dans toutes les autres villes britanniques, même industrielles, du travail féminin, où les femmes sont très présentes dans les usines et jouent un rôle très important. On le voit également au niveau des syndicalistes avec, dès la saison 4, le personnage syndicaliste de Jessie Eden, donc une femme historique également qui a eu un rôle très important dans les grèves, notamment des grèves féminines qui ont eu lieu dans la fin des années 20 et le début des années 30, notamment à Birmingham, très importante aussi au niveau du communisme. Dans la série, elle est présentée comme issue du Labour, c'est pour ça que j'expliquais que le communisme est vraiment fusionné avec le syndicalisme dans la série, et elle aura un rôle très important jusque dans les années 60, où elle va fonder des écoles, elle va énormément influencer la vie syndicaliste et politique britannique, et donc on donne à ces femmes des rôles d'importance politique. Ce qui est un peu problématique selon moi, c'est que justement, à mesure que les Peaky Blinders et les Shelby se deviennent respectables, grimpent la hiérarchie sociale, les femmes ont de moins en moins d'importance et deviennent de plus en plus à des rôles de second plan
Et on retrouve justement cette dynamique où quand on est dans les quartiers populaires, les femmes ont du pouvoir, et dès qu'on arrive dans l'aristocratie, on ne les écoute plus vraiment, et elles ont de moins en moins de pouvoir et d'importance. Et la série reproduit également cette dynamique. Je pense pas qu'elle le fasse consciemment, cela dit. Elle le fait sans doute aussi parce que elle exploite beaucoup les qualités de premier rôle de Tommy Shelby, tombeur de ces dames, et que du coup on retombe aussi du point de vue narratif et du point de vue des rôles masculins-féminins sur des choses relativement conventionnelles, en tout cas dans les épisodes que j'ai vus moi-même. Une dernière question peut-être. Est-ce que c'est une série qui a été bien accueillie en Grande-Bretagne? Est-ce qu'elle a eu une influence? Alors, je n'irai pas jusqu'à comparer avec The Wire, où il y a des gens qui vont à Baltimore pour visiter les lieux de la série, mais est-ce que Birmingham peut-être a une forme de fierté d'exister à travers cette série? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont comparables ou qui s'inspirent un petit peu de ce dispositif assez original des Peaky Blinders? Alors la série a eu un immense impact. Je pense justement qu'elle a eu un impact bien plus important que The Wire, parce que elle a eu un impact un peu plus diffus. C'est-à-dire que il y a une mode Peaky Blinders qui s'est lancée depuis la création de la série. Maintenant, dans les barbershops britanniques, on peut demander une coupe à la Peaky. Donc qui va être rasé sur les côtés et un peu plus long sur le dessus. Au niveau des costumes également et des accoutrements des personnages, ça a créé une sorte de mode britannique. Et les acteurs racontent énormément de sortes d'anecdotes où quand ils ont été à des soirées costumées, en fait ils se sont retrouvés avec 8 personnages qui incarnaient leur propre rôle à l'écran. Et donc il y a vraiment une sorte de diffusion culturelle omniprésente en Grande-Bretagne. Au niveau de la réception, ça a démarré doucement. Les premières saisons étaient assez peu vues, et à partir de 2016 environ, la série a commencé à avoir de plus en plus d'audience, et à tel point que maintenant elle est désormais passée sur la BBC et n'est plus diffusée sur la BBC Two, donc la deuxième chaîne de la BBC, parce que elle ramène énormément d'audience et est de plus en plus suivie par les gens. On peut également citer son influence musicale, qu'on n'a pas forcément évoquée jusque-là, mais déjà elle est très visuelle, et a énormément de parti pris, beaucoup de ralentis, de plans très iconiques. Mais au niveau de la musique aussi, il y a un vrai choix scénaristique qui a été fait, avec des groupes très iconiques comme les White Stripes ou Nick Cave, Arctic Monkeys, donc des groupes britanniques qui ont énormément d'influence et dont on a utilisé énormément de soundtracks et de musique pour agrémenter la série. On a même dans la saison 4 une musique de David Bowie qu'il a donnée parce qu'il était fan de la série, qui était dans son dernier album juste avant son décès. Et donc il y a vraiment un réel engouement autour de la série avec des manifestations populaires. Et il y a également des visites qui s'organisent à Birmingham sur les lieux du tournage, sur les lieux de la série. On peut visiter, il y a des sortes de tours qui s'organisent en Grande-Bretagne pour suivre un petit peu tous les lieux iconiques de la série. On y va en bus et on fait tout un périple entre les différentes villes et les différents lieux de tournage. Et donc il y a cet engouement qui se crée vraiment autour de Peaky Blinders en Grande-Bretagne et un petit peu dans le monde aussi. Eh bien donc on sait quoi faire quand le confinement prendra fin pour aller faire ce tour Peaky Blinders à Birmingham. Merci beaucoup Victor Feignard pour ces éclairages. On se retrouve peut-être une prochaine fois pour parler d'autres films ou séries. Bonne journée. Merci André, bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.